Bonjour tout le monde, c'est Benjamin de ton banquier à domicile, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble un sujet qui est très important. Comment se passe le déroulé complet d'un financement professionnel? C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un investissement immobilier, dès que vous allez solliciter votre banque, vous allez avoir une typologie de crédit qui s'appelle les crédits professionnels. À partir du moment où vous passez par une personne morale, que ce soit une SCI, une SARL, une SAS, une SASU, vous allez passer automatiquement par un prêt qui sera un prêt professionnel. Et un prêt professionnel ne s'aborde pas du tout de la même façon qu'un prêt immobilier classique. Il y a des nuances, il y a des différences à bien comprendre. Et moi, ça a été mon métier pendant plus de 10 ans. Je me suis occupé exclusivement des professionnels. Et c'est pour ça que je vais vous montrer toutes les petites astuces et toutes les choses à bien intégrer lorsque vous allez présenter votre dossier à votre banquier. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez faire un prêt professionnel, c'est-à-dire que vous allez réaliser votre opération à travers une personne morale. Vous n'êtes plus la personne physique qui emprunte, c'est la personne morale. Donc déjà, il y a la distinction des deux. Pour vous faire un rapide rappel, une personne morale, il y a un capital social, le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, et puis on a la notion d'associé, de gérant, toutes ces choses-là qui sont différentes par rapport à si vous empruntez en direct, à ce moment-là, c'est vous, éventuellement vous, et puis votre conjoint, votre conjointe, vous allez passer, même si vous faites par une SCI, c'est un fonctionnement qui est assez classique. Mais là, on va vraiment se concentrer sur le montage, le financement professionnel. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'analyse qui est faite sur un investissement professionnel, vous allez souvent passer par un chargé d'affaires, que ce soit un chargé d'affaires professionnel ou un conseiller clientèle patrimonial qui est déjà un peu plus aguerri, ou directement par le directeur ou la directrice de votre agence. Donc, vous allez avoir des conseillers qui sont, on va dire, d'une gamme de clientèle un peu au-dessus et qui justement ont une analyse et une expertise plus poussée sur ces sujets-là. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il faut être du coup beaucoup plus professionnel. Dès que vous allez vous présenter devant votre banquier, il faut qu'il ait devant lui quelqu'un qui est du répondant, qui connaît ce qu'il va proposer comme projet. Et toutes ces choses-là demandent une bonne préparation et un bon accompagnement en avant. Et c'est ce que peut proposer aussi ton banquier à domicile. Alors, j'ai avec moi mon petit paperboard et du coup, on va reprendre ensemble ce que je faisais moi classiquement dès que je travaillais dans le secteur bancaire et ce que font les banques dès qu'elles vont faire une analyse d'un financement professionnel. Donc, dans un premier temps, on va toujours partir d'une chose qui est simple, on va partir de ce qu'on appelle le groupe risque. Le groupe risque, qu'est-ce que ça veut dire? On a ici la société. On va appeler notre société société TBAD. Ton banquier à domicile, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ton banquier à domicile. D'accord? Donc là, on a notre personne morale qui est celle qui va emprunter pour acquérir votre bien. Ça peut être des murs professionnels, ça peut être un investissement immobilier classique. On va passer par une personne morale. La personne morale, comme je vous ai dit, implique des associés. Donc, c'est-à-dire que pour la personne morale, je vais avoir des associés. Associé 1, associé 2 et associé 3. D'accord? Ces associés-là vont avoir une répartition, vont avoir des parts dans l'investissement. D'accord? Ces parts vont être toujours en pourcentage. D'accord? En pourcentage. Première chose à savoir, la proportion des parts que vous avez va avoir un impact direct sur l'analyse de votre dossier. Si vous avez 25% ou plus, c'est-à-dire plus ou moins 25%, vous êtes ce qu'on appelle dans l'entreprise un bénéficiaire effectif. Un bénéficiaire effectif, il est directement impliqué juridiquement dans la société. Ça veut dire qu'il a plus de 25% des parts, donc ça veut dire qu'il est déjà impliqué dans le capital de la société. Dans les bénéficiaires effectifs, on a aussi toutes les personnes qui ont des responsabilités de gestion dans l'entreprise, donc le gérant, les dirigeants. Mais à partir du moment où vous avez plus de 25% des parts de votre société, vous êtes ce qu'on appelle un bénéficiaire effectif. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que pour chaque bénéficiaire effectif, la banque va faire une analyse. Donc c'est-à-dire que si dans un projet d'investissement, ici, on va souhaiter acquérir une très belle maison à travers une société. D'accord? Pour parler d'un investissement, ça peut être des murs professionnels, vous choisissez. Imaginons dans un premier cas que nous avons ici une répartition qui se fasse de manière, on va dire, équitable. Donc 33% chacun pour arriver à 100%. Donc chacun a un tiers. Ici, j'ai l'associé 1, associé 2 et associé 3. Qu'est-ce qui va se passer à la banque? La banque, dès qu'elle va voir cette répartition-là, elle va se dire que chacun des associés est un bénéficiaire effectif car il a plus de 25% des parts. Donc, qu'est-ce que va faire la banque sur le projet de financement? Elle va étudier la situation de cet associé, de cet associé et de cet associé. Et qu'est-ce qu'elle va étudier dans la situation? Elle va étudier l'endettement,
la situation patrimoniale et la situation professionnelle. Bien entendu, la situation personnelle. Est-ce que la personne elle est mariée, pas mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel régime matrimonial? Tout ça, ça rentre dedans. Mais c'est surtout aussi derrière la situation patrimoniale de la personne. Quel est son endettement? Quel est son patrimoine net? Pourquoi c'est important? Parce que dès que vous êtes associé d'une société qui va, elle, emprunter, eh bien, finalement, vous êtes à chaque fois pris en tant que caution personnelle. La banque, généralement, dès que vous avez 33% d'épargne, souvent ce que la banque fait, eh bien, c'est qu'elle va prendre en caution personnelle au prorata d'épargne que vous avez. Donc, on va vous prendre 3 cautions personnelles. Cette garantie-là, la banque va s'assurer que, sans regarder le bien, est-ce que ces 3 personnes sont en mesure de rembourser le prêt s'il y a un impair sur l'investissement? Et bien à ce moment-là, imaginez que dans ces 3 profils-là, on a des profils qui soient très différents. On a un profil 1 d'une personne qui est salariée sans patrimoine, on a un profil 2 d'une personne qui a beaucoup de patrimoine mais qui est très endettée, on a un profil 3 d'une personne qui a énormément de patrimoine et qui n'est pas endettée. Et bien on a un risque qui est très différent d'une personne à l'autre. Cette personne n'a pas de patrimoine, elle a un salaire plus faible, cette personne est très endettée, donc on sait que s'il y a des difficultés, ça ne sera pas la plus simple pour rembourser les prêts. Et ici, on a une personne qui a un très beau patrimoine et qui du coup est très peu endettée. Et bien dès qu'on va faire l'analyse, on va quand même analyser bien chacune de ces personnes-là. D'accord? Donc c'est déjà très important. Sachez que la première étape que va faire votre banque, c'est qu'elle va regarder le groupe risque. Et dans le groupe risque, elle va regarder la répartition du capital de la société qui investit dans le projet. Quand la banque a fait la première analyse, donc elle analyse la répartition du capital et elle va faire une étude des personnes. Elle va identifier celles qu'elle considère être les hommes ou les femmes clés. Les hommes ou les femmes clés, c'est quoi? C'est les personnes qui vont avoir du capital, mais aussi qui vont avoir un rôle à jouer dans l'investissement. Pourquoi? Si c'est une société qui, par exemple, va exploiter des murs professionnels, il y aura un gérant. Est-ce que ce gérant va vraiment être impliqué dans la gestion? Est-ce que c'est lui qui va négocier le bail commercial? Est-ce que c'est lui qui va s'occuper de la gestion au quotidien? Donc, à ce moment-là, on va faire, donc la première étape, on regarde les bénéficiaires effectifs. Deuxième étape, on va rechercher ce qu'on appelle les hommes ou les femmes clés, bien entendu, pas de sexisme là-dessus, c'est la même chose. Hommes ou femmes clés de la structure. Ce sont vraiment les personnes qui sont importantes dans la gestion au quotidien de la structure. Si c'est un investissement immobilier, que finalement, il n'y a pas vraiment de personne qui a une gestion plus qu'une autre, c'est-à-dire qu'il y a des co-gérants, tout le monde se répartit un petit peu la gestion, on fait un investissement immobilier, il n'y a pas de gestion particulière, les loyers sont payés, et bien malgré tout, on va quand même regarder qui est nommé gérant, qui est nommé gérante, qui a la gestion, qui a la signature pour signer notamment les prêts, etc. Donc on va regarder aussi qui est l'homme et la femme clé de la structure. Donc vous voyez que pour l'instant, à aucun moment je vous ai parlé de l'investissement, et à aucun moment je vous ai parlé de la société pour l'instant, on n'est pas encore rentré là. On est vraiment dans la première étape qui est vraiment la gestion humaine. Et c'est là-dessus que c'est très important. Et c'est pour ça qu'on doit prendre le temps de vous en parler, c'est que l'investissement immobilier, bien sûr, ce sont des chiffres, ce sont des biens, ce sont des rentabilités, mais avant tout, ce sont des personnes qu'on va recevoir. Lorsque nous, on a travaillé dans le secteur bancaire, on a eu, de par notre expérience, énormément de personnes qu'on a rencontrées. Et c'est vraiment la première approche que vous devez avoir, c'est que la personne que vous allez rencontrer à la banque, elle est humaine. Donc vraiment, vous devez donner de votre personne, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prouver que vous êtes professionnel, que vous connaissez ce que vous allez dire et que vous n'avez pas de difficulté à répondre à ces questions. Très souvent, on a eu des clients qui pouvaient se braquer dès qu'on commençait à s'intéresser à un projet. Et parfois, et très souvent d'ailleurs, c'était des questions avec un intérêt, quelque chose de bon pour votre projet. Mais la personne, si elle se braque, quand je commence à poser des questions à l'associé 1, ben écoutez, vous êtes jeune salarié, quelle est votre rémunération? C'est quoi votre expérience? Quel va être votre rapport dans le projet? Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier? La personne, dès qu'on lui pose ça, elle peut se prendre ça comme un interrogatoire, de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi elle me pose toutes ces questions? Mais c'est normal. Imaginez que si c'était vous qui prêtiez l'argent, vous voudriez tout savoir, et sûrement peut-être encore plus que votre banquier. Vous voudriez tout savoir sur le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'analyser toute cette partie-là. On a vu pour les associés, on a vu pour l'homme clé, et vous allez me dire, Benjamin, ok, on a compris cet aspect-là. Qu'est-ce que la banque regarde encore plus après avoir fait cette première étape-là? On a vu la partie humaine, et maintenant on va regarder ce qui est lié à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ce qui est lié à l'entreprise? On va regarder quel est le type d'entreprise. Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SASU? Est-ce que c'est une SCI? On va regarder ce statut-là. Pourquoi? Parce que selon la société que vous allez avoir une imposition qui peut être différente dans le choix de l'imposition. Vous prenez par exemple le cas d'une SARL classique ou d'une SAS classique. Elle va être de base imposée à l'impôt sur les sociétés. Il y a une option sur l'IR pendant 5 ans. Si vous prenez par exemple une SCI, elle peut choisir l'imposition sur le revenu ou l'imposition sur les sociétés.
Tout ça, ça a un vrai sens, une vraie importance dès qu'on va faire une analyse de la société qui emprunte. Cette société qui emprunte, on va regarder quelle est son ancienneté, si ce n'est pas une création. Si c'est une création, est-ce que les personnes qui créent l'entreprise, elles ont déjà une expérience dans l'investissement? Tout ça, ça a une vraie importance. Donc dès que vous allez voir votre banquier, l'entreprise qui va être sollicitée, le banquier va vous demander les extraits CABIS, les statuts, pour avoir tous les détails, toutes les informations sur l'entreprise. Le banquier va faire des recherches aussi spécifiquement sur l'entreprise qui emprunte sur deux aspects. Au niveau des cotisations sociales, si l'entreprise existe déjà et que par exemple elle paye des salaires, elle va se renseigner auprès d'Infogreffe, savoir si par exemple TBAD est à jour de ses cotisations sociales, si l'entreprise elle est à jour de tous les créanciers privilégiés, c'est-à-dire l'URSSAF, l'État, de savoir s'il n'y a pas de dettes qui sont en cours. Donc ça, c'est la première étape qu'on va regarder. On va regarder les informations liées au paiement des créanciers privilégiés. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres emprunts? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des nantissements ou des garanties qui ont été pris avec cette société qu'on ne sait pas? Donc toutes ces choses-là, le banquier va vérifier. Première chose. Et la deuxième chose, ça va être ce qu'on appelle la cotation Banque de France, qui est très importante. La cotation Banque de France, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir une lettre et vous allez avoir un chiffre. D'accord? Les deux choses montrent deux aspects différents. Plus la lettre va se rapprocher du début de l'alphabet, et plus votre chiffre d'affaires va être important. Donc la lettre A aura un chiffre d'affaires plus important que la lettre B, qui aura un chiffre d'affaires plus important que la lettre C, etc. Donc la première partie, la lettre, c'est seulement lié à votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré et qui apparaît à ce niveau-là. La cotation Banque de France a un chiffre derrière, et ce chiffre va de 0, vous avez 1, 2, 3, et on peut aller jusqu'à 7. Et après, on va dans les lettres P. Je vous explique pourquoi. Cette partie, ça va être ce qu'on appelle le risque de crédit. Le risque de crédit que la Banque de France estime de l'entreprise. Plus le chiffre est grand, plus la Banque de France estime qu'il peut y avoir une difficulté de l'entreprise à rembourser ses crédits. Plus on est haut dans les chiffres, c'est-à-dire que s'il y a 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. On passe sous le radar. Souvent, c'est dans l'ordre des créations, qu'il n'y a pas encore eu de cotation qui a été faite. Et si on est entre 1 et 5, on va dire qu'à ce moment-là, le risque est plutôt mesuré. Dès qu'on commence à dépasser le chiffre 5, on commence à remettre en cause la solidité financière et la capacité de l'entreprise à rembourser son crédit. Donc une fois qu'on a fait ces deux analyses-là, les créanciers et la cotation Banque de France, on a déjà une première idée de la solidité de l'entreprise, de savoir si elle est en mesure ou pas de réaliser ses investissements sans trop de difficultés. Donc ces choses-là sont très importantes à prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est les premières étapes que va réaliser votre banquier. Votre banquier va consulter plusieurs fichiers. Un des fichiers qu'il va consulter, c'est le fichier Banque de France qui s'appelle le fichier FIBEN. Et dans ce fichier FIBEN, il va consulter plusieurs modules. Et dans les modules qu'il va consulter, il va consulter des modules pour l'entreprise, mais aussi pour les associés et aussi pour le gérant. Donc ces cotations FIBEN va lui donner une note sur les gérants, sur la société. Et le banquier va à ce moment-là pouvoir faire une analyse globale entre la société et les associés, de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés bancaires, est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés sur des précédents financements. Avec tout ça, le banquier va commencer à faire un premier diagnostic et savoir, voilà, j'ai la description de mes associés, j'ai la description de mon entreprise, je commence à avoir une première approche et de savoir est-ce que cette entreprise, elle a l'air insolide, est-ce qu'elle commence à être en difficulté, est-ce qu'elle a de l'ancienneté, est-ce qu'elle est créée depuis peu de temps. Toutes ces choses-là, elles rentrent en compte. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est rapide. Lorsque vous allez présenter un dossier bancaire professionnel à votre banquier, et à ce moment-là, votre banquier ne va pas vous dire, écoutez, un banquier sérieux, bien entendu, parce que la majorité des banquiers sont sérieux, des personnes très professionnelles. Votre banquier, dès que vous allez présenter un projet professionnel, si vous lui amenez un projet dans lequel tout est clair, tout est bien préparé, tout est bien présenté, vous allez lui faire gagner énormément de temps. Vous voyez que cette partie-là prend du temps. Ne pensez pas que cette partie-là ne prend pas de temps, elle prend du temps à votre banquier. Ça lui demande du temps de faire toutes ces recherches, de faire toutes ces analyses-là. Donc si vous amenez un dossier qui est complet, avec des bilans, avec des statuts, des cabis, des bulletins de paye, toutes les choses que votre banquier vous demandera pour monter votre dossier et que le dossier est nickel, sachez que lui, ce contrôle-là informatique, il va le faire beaucoup plus rapidement. Ça va vous faire gagner du temps et puis ça va vous faire acheter votre maison de rêve ou vos locaux professionnels que vous avez envie d'acheter beaucoup plus rapidement. On a fait les associés, on a fait la société. Il y a du coup le dernier aspect qu'on va regarder aussi, bien entendu, c'est le plan de financement. Et le plan de financement, on va le mettre ici, le plan de financement. Le plan de financement, c'est quelque chose qui est très important. Vous allez acheter sur une société. Donc quand vous allez acheter à travers une société, sachez que la durée d'un prêt d'une société n'est pas du tout le même qu'à titre privé. Vous allez avoir des durées qui sont très différentes. Dès que vous allez acheter à titre privé, vous allez pouvoir acheter sur 20-25 ans, avec un peu de chance 25 ans pour du locatif. C'est encore faisable, même si c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Mais pour du professionnel, on est beaucoup plus déjà, on est sur 15 ans sur la durée. Sur les taux, pareil, dès que vous allez présenter un dossier à votre banquier, si vous regardez le taux sur meilleurtaux.com, vous allez avoir des taux particuliers. Donc si aujourd'hui vous allez voir un taux sur 20 ans, déjà on n'est pas sur 20 ans, on est sur 15 ans pour du pro.
Mais si en plus vous regardez un taux sur 15 ans à titre privé, vous allez avoir un certain taux qui apparaît qui n'a rien à voir avec les taux professionnels. Vous allez vous présenter avec un dossier, je vous donne un exemple à 1,50 par exemple, pour un taux professionnel, c'est impossible. Sachez qu'on est sur des taux bien plus élevés, mais pourquoi le taux est plus élevé à titre professionnel? Pour plein de facteurs, mais vous avez vu tous les critères qui doivent rentrer en compte dans l'étude. C'est-à-dire qu'en termes de risque, on n'est pas du tout sur un risque qui est lié sur une personne et un bien. On est sur une personne morale sur laquelle il y a plusieurs bénéficiaires effectifs ou plusieurs associés. On a des cotations. On a ensuite la valorisation foncière du bien qui aussi est à part, qu'on doit faire aussi dans notre étude de financement. Mais vous voyez que l'étude est beaucoup plus approfondie. On n'a pas une approche qui est... c'est pas pour dire que l'approche qu'on doit avoir à titre particulier est simple. Elle peut avoir sa complexité. Mais déjà, sur un dossier de financement professionnel simple, on est déjà sur une complexité qui est un peu plus importante. Donc, effectivement, sur la durée, on est sur des durées. La durée, elle va être plus courte. Donc, la durée, elle va être plus courte. Le taux va être plus important. Donc, c'est des choses à prendre en compte dès que vous allez présenter votre dossier. Ces choses-là, avec qui est-ce que je peux le voir? Mon expert comptable, je vais le voir, mon expert comptable que vous payez gracieusement tous les mois. Expert comptable, j'ai une super occasion. Est-ce que la durée du financement est la bonne? Est-ce que le taux est le bon? Est-ce que le montage qu'on a prévu avec les associés qu'on a prévu est le bon? L'expert comptable, c'est même lui qui peut vous faire les projets de statut si vous créez une société, c'est lui qui peut vous conseiller sur la fiscalité. Bref, usez-en et abusez-en de votre expert comptable, ça va devenir votre meilleur ami, votre expert comptable. Mais vraiment, prenez ce temps-là parce que ça va vous faire derrière gagner du temps pour votre investissement. Donc sur le plan de financement, on a parlé de la durée, on a parlé du taux. On peut parler notamment des garanties. Les garanties qu'on prend sur un investissement de ce type-là. Les garanties, c'est similaire sur un point. C'est-à-dire qu'on va prendre sur le bien en lui-même, on va prendre une hypothèque. D'accord? On va prendre une hypothèque comme on le fera à titre personnel. Et on va rajouter la caution des associés. Alors la caution, comment elle est répartie? Ça, c'est chaque banque qui va décider ce qu'elle veut faire. Généralement, souvent, on prend la répartition des parts. Parfois, on peut prendre la répartition des revenus des associés, c'est-à-dire on va voir celui qui a le plus de revenus ou celui qui a le plus de patrimoine. Chaque banque le fait vraiment comme elle le veut, mais il y a toujours une logique derrière. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui se fait. Si par exemple, je vous donne un exemple, ces trois associés se présentent à la banque, monsieur à 1%, monsieur à 1%, monsieur à 98%, pardon, et que ces deux-là disent, en fait, nous, on ne veut pas que le numéro 1 soit caution du financement. Oui, mais le numéro 1, il a 98% des parts. Donc comment vous n'allez pas demander au numéro 1 de ne pas être caution du financement? C'est très compliqué si vous faites ça aujourd'hui. Donc non, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dès que vous allez avoir ce type de financement-là, vous devez savoir qu'on va vous demander la caution personnelle des associés, on va vous demander de prendre une hypothèque sur le bien, durée plus courte, taux plus important, et aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à partir du moment où vous allez signer votre prêt, l'avantage que vous allez avoir de financer à travers une société, c'est que vous n'avez pas ce fameux durée de réflexion des 11 jours à titre particulier. À partir du moment où vous avez signé votre offre de prêt, les fonds sont disponibles tout de suite. Et ça, c'est super. Parce que vous n'avez pas cette durée que vous avez de réflexion qui peut parfois repousser des projets. Donc à ce niveau-là, vous êtes gagnant et ça vous permet d'être plus réactif sur les financements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de norme, mais ça va vraiment dépendre de votre capacité à présenter le dossier. Mais dès que vous allez présenter un dossier professionnel, votre banquier, à titre professionnel, on va souvent vous demander un apport qui est plus conséquent qu'à titre privé. À titre privé, on peut vous demander généralement autour des 10%, ça inclut les frais de notaire, les frais de garantie, les frais d'agence. Et parfois, vous allez avoir des banquiers avec qui vous avez travaillé pendant des années qui ne vont pas vous demander cet apport-là. Mais à titre professionnel, il faut savoir que l'apport peut monter à 20% assez rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, mais il faut vous y préparer. Et surtout, c'est une question de négociation. Dès que vous allez négocier avec votre banquier pour un financement professionnel, vous devez être capable de comprendre qu'il a des contreparties qu'il va vous demander, qu'il a un cadre à respecter aussi. Il a un plan de financement à respecter. Il a des contraintes réglementaires à respecter. Tout ce que je vous ai montré là, ce sont des contraintes réglementaires que le banquier est obligé de réaliser lorsqu'il fait l'étude de votre dossier. S'il ne fait pas ça, déjà, normalement, son dossier ne peut pas être validé. Donc, son dossier sera validé que quand il aura fait bien son contrôle. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le banquier va faire un commentaire sur votre dossier. Et c'est ce commentaire qui va derrière être utilisé par la direction ou par les engagements pour prendre une décision sur votre dossier. Et si lui, il a bien fait son travail, vous avez bien fait votre travail, le commentaire sera beaucoup plus facile à faire et votre dossier aura beaucoup plus de chances d'être réalisé. Quel est l'objectif de vous montrer ça? L'objectif, c'est de vous montrer qu'il faut vous professionnaliser. Vous voyez que ça ne s'invente pas, les différentes étapes que je vous ai évoquées aujourd'hui, ça ne s'invente pas. Si vous ne connaissez pas ces différentes étapes-là, vous serez mis en difficulté dès que vous allez rencontrer votre banquier, ce n'est pas l'objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça?
se former et être accompagné par des personnes qui peuvent vraiment faire la différence. Vous pouvez le faire avec Ton Banquier à domicile ou vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, peu importe. L'objectif, c'est que dès que vous allez investir à titre professionnel, vous puissiez arriver à votre objectif qui est d'acheter le bien que vous avez ciblé. Si vous n'arrivez pas à ça, finalement, que vous ne connaissiez pas le reste, peu importe, mais si pour atteindre ça, vous devez avoir une bonne appréhension de toutes ces choses-là, de bien appréhender votre dossier de montage, c'est ça qui fera la différence lorsque vous allez vouloir acquérir votre bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous enregistrer, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Et on vous dit à très bientôt dans Ton Banquier à domicile.